Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez, on parle de vous. L'émission qui reçoit des entrepreneurs et que l'on découvre sous un autre angle. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée dont je tairai le nom, le prénom et l'activité pour l'instant. Et au travers de différentes questions, on va apprendre à mieux te connaître. La première partie est consacrée sur qui tu es et en deuxième partie, on saura ce que tu fais. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de participer à cette émission. Avec grand plaisir. Je vais te poser donc la première question qui nous fait retourner dans ton enfance, savoir où est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Parce que je crois que tu n'es pas du département du Var. D'où viens-tu? Je suis originaire de Belgique, où j'y ai grandi jusqu'à... Enfin, j'y ai grandi, j'ai passé pas mal d'années. Je suis originaire d'une région frontalière à la France, au-dessus de l'île, vers Tournai-Moucron. Et j'ai quitté cette région-là vers mes 18 ans pour aller vers Bruxelles, au sud de Bruxelles en fait, où j'ai évolué. Et finalement, il y a 11 ans, j'ai quitté la Belgique pour venir m'installer dans le sud de la France, parce que le climat y est tellement mieux. On est pas mal, hein. Est-ce qu'on peut savoir quel genre de petite fille tu étais à l'école? Plutôt une petite fille très réservée, avec pas mal de problèmes familiaux. Pas forcément une petite fille très sociable ou... Extravertie? Non, plutôt assez introvertie, jusqu'à l'adolescence inclus, très renfermée sur moi-même, parce que j'avais toujours peur du regard des autres et de l'image que les autres pouvaient avoir. J'ai une famille un peu compliquée, une maman schizophrène, et du coup, ça a été une période, l'enfance et l'adolescence, où pas, j'ai pas la meilleure période de ma vie. Je pense que j'ai jamais manqué de rien comme enfant, que mes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Je viens d'un milieu très, très modeste. J'ai évolué dans un climat où c'était un peu compliqué. J'allais à l'école avec des filles de médecins ou des filles de docteurs, et ma mère faisait la une des journaux pour une tentative de suicide. Donc clairement, j'y avais pas trop ma place dans... Je me sentais pas à ma place, en fait. C'était assez compliqué. Et j'ai changé d'école au bout d'un moment. Et en fait, j'ai pu apprendre vraiment à être un peu plus moi-même dans cette autre école et évoluer sur une adolescence un peu plus calme et plus... un peu plus posée, en tout cas. Ouais. Et un peu plus moi-même, même si j'étais pas encore 100% moi-même. D'accord. Bon, eh bien, on en apprend. Parce que je te connais un peu, mais c'est vrai qu'on fait davantage connaissance au travers de ces questions. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais ado? Absolument pas. Le premier métier que j'ai voulu faire, c'était institut maternelle. Et tous ceux qui me connaissent aujourd'hui se demandent vraiment pourquoi j'ai pensé ça un jour, parce que je suis vraiment pas maternelle du tout. C'était complètement bizarre, mais à ce moment-là, c'était vraiment ce que je voulais faire. Une fois 18 ans, donc quand j'ai eu l'équivalent du bac en Belgique, en fait, je savais pas du tout, j'étais paumée. La seule chose que j'étais sûre, c'était de partir loin de chez mes parents. Je voulais quitter le domicile familial. Et en fait, j'avais un petit copain à l'époque qui avait 1 an de plus que moi, qui était parti à l'université, pas loin de Bruxelles. Et donc du coup, j'ai vraiment eu cette envie d'aller le rejoindre à l'université, et puis de faire un métier, enfin des études, mais finalement, peu importe. Du moment que tu partais... Du moment que j'étais loin et que je pouvais un peu penser à moi, en fait, juste à moi. Tu avais besoin de mettre de la distance. Exactement. Ouais. Et donc du coup, j'ai commencé par faire des études de kiné, parce qu'il était hors de question pour moi d'être assise à un bureau. Enfin, j'ai fait la première année. Il y avait un cours éliminatoire qui était le cours de physique mécanique, je m'en souviendrai toujours. C'est le seul que j'ai raté, mais vu que je l'ai raté, ça n'a pas fonctionné. Et après, je me suis cherchée très, très longtemps. J'ai commencé la psycho, et puis en cours d'année, j'ai pris une grande décision vis-à-vis de ma famille, qui ne m'avait pas soutenue dans un événement qui a été dramatique pour moi, une relation très, très toxique et violente. Et j'ai pas eu le soutien de mes parents dans ce moment-là. Et donc, j'ai pris la décision, au milieu de l'année scolaire, de quitter mes parents, vraiment, et de ne plus leur demander 1 euro à partir de ce moment-là.
Donc j'avais, un peu à peine 18 ans, ouais, enfin 19 peut-être, par là. Et du coup, bah, j'ai arrêté les études et je me suis mise à travailler. Donc je me suis mise à travailler comme serveuse, à 5 € de l'heure, non déclarée, dans une ville universitaire où si tu le fais pas toi, de toute façon, il y a plein d'autres étudiants qui le feront. Mmh. Et beh, comme tu as besoin de manger et de payer ton loyer, et ben, forcément tu le fais. Et donc j'ai évolué d'établissement en établissement, un peu plus haut de gamme, de plus en plus déclaré. On est arrivé à atteindre un niveau sympa au bout d'un moment. Et finalement, j'ai voulu, passer à autre chose que de faire le service. Enchaîner pas mal de petits boulots. J'ai fait Dans quelle activité? j'ai fait des ménages, j'ai fait commercial, j'ai vendu des téléphones, j'ai fait du porte-à-porte pour, de la téléphonie mobile et pour, la sécurité, des alarmes. OK. J'ai fait beaucoup de choses où je changeais de boulot tous les 3 4 mois parce qu'en fait, c'était des boulots, plus alimentaires qu'autre Mmh. chose. Tu as testé plein Ouais, d'activités je savais finalement, pas ce que c'était une période très difficile parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire et vu que j'avais pas de revenus autres que les miens, il fallait que je bosse à tout prix. Alors, je suis jamais restée au chômage. Par contre, j'ai pris tous les boulots qui passaient et à un moment, j'ai trouvé un boulot très sympa qui était, commercial dans une entreprise qui faisait du marketing, relationnel entre commerçants et donc, je vendais des cartes de fidélité multi-enseignes à D'accord. dans des villages pour essayer de dynamiser un peu les commerces dans les villages. À ce moment-là de ma vie, je me suis retrouvée, avec de fortes douleurs un peu partout dans le corps et la cause, enfin la maladie en question, c'était la fibromyalgie. Mais un long parcours de recherche, tout ça. J'ai passé des mois en béquille, des mois en chaise roulante. Je savais pas ce que j'avais à ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était. Là, Je tu savais avais pas pas ce que de c'était nom? et du coup, j'étais plus capable d'aller sur la route, d'aller voir les commerçants. J'ai eu un patron, extraordinaire qui m'a dit: «Bah, c'est pas grave, viens au bureau, je vais te trouver des choses à faire». Puis au bout d'un moment, il en était à me faire, saisir ses cartes de visite sur son Outlook parce qu'il savait plus quoi me faire faire. Donc à un moment, on s'est dit: «Ben, là, il faut arrêter». C'est très gentil à lui de m'avoir gardée, mais on savait pas si j'allais devoir être opérée, enfin, quand tu vas bosser en béquille et puis en chaise roulante, il y a un moment donné où, ça devient un peu compliqué. Donc il a fait tout ce qu'il a pu jusqu'au bout et donc à ce moment-là, on décide, ben, d'un commun accord de mettre fin au contrat. Et donc là, moi, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Je sais pas comment je vais de manière, physique, ma santé, je sais pas vers quoi je vais. Je me vois pas du tout postuler ailleurs, ne sachant pas si je vais être opérée dans quelques mois parce que les médecins parlaient d'une opération, au niveau du pied parce qu'on cherchait plein de choses pour expliquer mes douleurs. Ce qui avait donc rien à voir avec, la maladie, Non, parce qu'on n'avait pas encore mis le nom dessus à ce moment-là et donc moi je me dis: «Ben, en fait, peut-être que c'est le moment pour moi de retourner aux études et de reprendre, là où je m'étais arrêtée». Donc j'ai 25 ans à ce moment-là, Mmh. mais alors quelles études faire? Alors que jusque-là, ce que j'avais entrepris, enfin, ce que j'avais entrepris à l'université m'avait pas convenu, mais j'avais toujours été une très, très bonne élève, enfant et adolescente, souvent dans les premières de la classe, des très, très bonnes moyennes, j'ai toujours adoré étudier. C'est juste que je pense que ces études, je les avais faites à un moment de ma vie qui était pas le meilleur moment, finalement. Et donc je me dis: «Ben, en gros, moi, je peux pas me retourner à l'école et ne plus avoir de rémunération». Et en Belgique, à ce moment-là, il y avait un système qui était très, très bien. C'est que si tu entreprenais des études dans un métier qui était en pénurie officiellement sur une liste officielle de l'État, tu avais le droit de conserver ton chômage pendant la durée de tes études. D'accord. Et donc, tu devais choisir parmi ces métiers-là. Donc, j'ai parcouru ces métiers-là et d'un coup, je suis tombée sur le métier de comptable et je me suis dit: «Mais pourquoi pas?» Je reviens sur ma famille aussi qui n'a pas du tout compris à ce moment-là ces choix-là Ouais. de vie, hein, tant les petits boulots que de reprendre les études. Je me souviens d'une phrase que ma mère m'a dit, «Ah mais ça va être trop dur pour toi, est-ce que tu ferais pas un stit?» Je dis: «Non mais c'est ça qui va être trop dur pour moi, supporter 20 gamins dans une classe, ça va être trop dur pour moi». Donc je pense que j'ai fait ces études,
Pour prouver peut-être? J'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais, y arriver parce qu'il y avait pas de raison. J'avais toujours été une bonne élève, c'est juste que j'avais pas trouvé, ce qui me convenait. Oui. Et donc ces 3 années d'études se sont très, très bien passées. Chaque année, j'ai eu droit de ma famille, «Oui, OK, la première année, mais maintenant la deuxième, ça va être plus dur» et puis «Oui, OK, la deuxième année, mais la troisième, ça va être vraiment dur, puis il y a le mémoire» et puis une fois que tu as tout fini et que tu sors avec une distinction, donc une moyenne, je sais plus ce que ça représentait, mais enfin, vraiment réussi haut la main, on te dit: «Ah oui, mais il va falloir trouver du travail maintenant, ça va être compliqué» et ces années-là, je les considère encore, comme de l'apprentissage et grandir, humainement et professionnellement, mais dans un climat où on m'a jamais soutenue. Dans ma famille, ni financièrement, ni Personnellement, voilà, ni moralement. quoi. J'ai vécu, entre les petits boulots, des galères où je pouvais pas payer mes factures, voilà, je leur ai jamais rien demandé, pas un euro. Si je mangeais pas, je mangeais pas. Si je devais ne pas manger pour payer mon loyer, je le faisais. Je suis finalement très contente d'avoir vécu tout ça parce que, du coup, je suis sortie avec mon diplôme, avec plein de propositions d'emploi qui s'ouvraient à moi avant même que je termine l'école et c'était chouette parce que, finalement, ma réussite, je le devais qu'à moi-même. Voilà et un peu beaucoup aussi à la personne qui partage ma vie depuis maintenant plus de 18 ans et qui était déjà là à cette période-là. Ouais. Parce que lui, il croyait en toi. Du coup, tu avais En tout c'était cas, compensé par ton compagnon. ouais. Ouais. En gros, je pense que je suis celle que je suis aujourd'hui grâce à lui et probablement qu'il est ce qu'il est un peu grâce à moi aussi. Peu importe tout ce qui se passe dans notre vie, d'en faire une force et après de trouver aussi la personne qui va nous accompagner, nous élever, mentalement, physiquement et qui va nous accompagner dans tous ces challenges. Pour avoir vécu la relation toxique quelques années auparavant, c'était le jour et la nuit pour moi. C'est: «Ah bon? J'ai le droit de penser ça? Ah bon? J'ai le droit d'exister? Ah bon? J'ai pas, ah je suis pas qu'une merde en fait, j'ai le droit de» T'as eu ce sentiment? ouais, à un moment, oui et donc je pense que c'est vraiment, la personne que je devais rencontrer dans ma vie et c'est pour ça que ça marche, toujours aussi bien, Ouais. depuis 18 ans et c'est grâce à lui, que notre vie ressemble, enfin, c'est grâce à nous que notre vie ressemble à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Et en fait, pendant cette période où j'étudiais, on est partis en vacances avec mon compagnon de l'époque, mon mari maintenant et on est venus en vacances dans le sud de la France et on a atterri du côté de Sainte-Maxime. Heu, C'était à mourir de rire parce qu'on est partis de Belgique avec une Fiat 500 chargée à bloc. Avec le canoë gonflable dedans, les valises, le frigo, la table, on a fait du camping, la tente, il y avait tout et on savait pas où on allait s'arrêter. On a descendu un peu la France partout et j'adorais ce côté aventure, ce côté liberté, et c'est ce qui nous caractérise, beaucoup aujourd'hui. On passe, heu, l'une de nos meilleures vacances, je pense et dans cette, semaine, ou ces 2 semaines de vacances, à un moment, il me dit: «Bah, écoute, j'aimerais bien un jour, finir, ma vie ici, pour la retraite, j'adorerais, vieillir ici». Puis moi je lui dis: «Mais Pourquoi attendre la retraite? bah oui, si tu veux, vivre ici, moi ça me plaît bien, hein. Le soleil, ça a l'air sympa, on va découvrir un petit peu, on va y réfléchir, mais pourquoi attendre?» Mais je venais d'entamer ces fameuses études de Eh oui. comptabilité, donc je ne pouvais pas. J'étais en train de prendre ma vie en main, et de me remettre aux études, donc on a attendu que ces études, se terminent, que je travaille 1 an. Lui, il avait sa société, en Belgique et donc une fois que tout ça s'est bien mis en place, on est venu 2-3 fois par an en vacances, voilà. On a visité, des apparts, des taudis, des choses et donc on a vendu l'entreprise de mon mari en Belgique. Moi, j'ai démissionné du cabinet comptable où je travaillais après mes études et on est arrivé ici et on s'est dit: «Bah, on va chercher du boulot là où il y en a, même si c'est pas notre secteur d'activité» et donc je suis retournée, comme serveuse, mais dans un camping. À ce moment-là, tu savais que tu voulais entreprendre ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. J'avais pas T'étais pas dans compris. cet état d'esprit. Mais alors pas du tout. Comme quoi, hein, tu vois? Qu'est-ce que les gens ignorent de toi?
un petit peu tout ce que tu nous as raconté. Je pense que quand on me voit, beaucoup de gens ne soupçonnent pas pas mal de choses par lesquelles je suis passée. Donc, j'ai un peu parlé de mon enfance, forcément, de ma relation avec ma maman, voilà, qui est très compliquée. La première chose, c'est que je voulais surtout pas ressembler à ma mère. Et j'avais qu'une crainte adolescente, c'était qu'un jour on me dise que moi aussi je suis schizophrène, que je lui ressemble, que voilà. Ah oui. Moi, je voulais tellement pas lui ressembler qu'il fallait que je rayonne, que je sourie à la vie, que je sois tout le contraire. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide dans sa vie. Moi, je voulais juste profiter de la vie. Mais je confirme, tu rayonnes. Après, je pense aussi à des trucs plus... Enfin, mon parcours médical, on a parlé tout à l'heure de la fibromyalgie, ça n'a pas été la seule chose. Il y a une maladie qui a été très importante pour moi dans mon évolution personnelle, qui fait qu'aujourd'hui, je suis devenue entrepreneur. C'est l'endométriose. C'est une maladie qui m'a bloquée entre errance médicale, le temps qu'on trouve vraiment ce que j'avais, beaucoup d'opérations. J'ai eu 4 opérations importantes et puis plusieurs micro-opérations qui ont gravité autour, des traitements à la kétamine, tout ça. J'aurais pu rester dans un mode salarié où je suis protégée, parce que je peux être en arrêt, c'est confortable. Eh bien non, j'ai pareil voulu rejeter un peu tout ça dès que j'allais un peu mieux. Et donc voilà, ça a fait partie de... Ce qui a déclenché cette envie d'entreprendre. Exactement. C'est pendant ce parcours-là. Tu parlais de l'endométriose. J'ai vu sur YouTube un échange qui dure assez longtemps où tu expliques vraiment tout ton parcours par rapport à cette maladie. Donc, on mettra le lien dans la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment hyper intéressant et ça peut aussi aider d'autres femmes, parce que c'est qu'aux femmes, que ce genre de maladie vient un peu ruiner la vie de ces femmes. Donc, je pense que c'est important et on mettra la version longue du coup dans ton portrait. Moi, c'est vrai que, comme tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je veux toujours en faire une force. Mais ça, c'est ma version à moi de la maladie. Et si les gens vont voir effectivement la vidéo qui parle de ça, moi, mon message, c'est de dire c'est une maladie terrible pour plein de femmes qui veulent des enfants, qui est très, très dur à vivre. Ça n'a pas été mon cas, j'ai eu la version facile. Alors, quand j'ai dit ça dans cette interview, que j'avais la version facile, ma meilleure amie m'a dit « Mais attends, tu te rends pas compte de tout ce que tu as vécu de pas... » J'ai dit « Si, mais crois-moi, j'ai eu la version facile. » Tu as choisi de prendre cette voie facile. Je sais pas, j'ai eu la chance aussi de tomber sur des médecins qui, à un moment donné, ont su repérer que c'était ça et ne pas me laisser dans une errance, voilà. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on le pense qui sont atteintes de cette maladie. Moi, le fait est que je n'ai jamais voulu d'enfant parce que je considère avoir été la mère de ma mère pendant 18 ans et que, du coup, j'ai eu vraiment besoin de vivre dès mes 18 ans, quand je suis partie. Et j'ai eu la chance d'avoir un mari qui partageait complètement ce point de vue et qui n'a jamais voulu d'enfant non plus. Donc, vraiment, pour moi, c'était la version facile. En tout cas, si tu me le permets, je trouve ton histoire assez incroyable et tu fais preuve d'une grande résilience et tu as pris le contre-pied de tout ce qui pouvait t'arriver dans ta vie. Et je trouve que la manière dont tu t'es transformée, enfin en tout cas où tu as transformé ces moments difficiles, te rendent vraiment très forte et bravo, vraiment respect. Je te propose de faire un petit tirage de cartes. C'est la question tu préfères. Je te laisse choisir. Et si tu peux nous dire. Alors, tu préfères être filmé à ton insu en train de danser seul ou ronfler pendant une visio? Ben, clairement, être filmé en train de danser seul. Ça me représente tellement mieux. Oui. Ah oui. Non, mais clairement, oui. Oui, ça, j'ai pas de souci. Je peux me filmer, pas de problème. Du coup, je rebondis sur ce que tu disais au tout début. Tu parlais du regard des autres, où
au lycée, enfin quand tu étais jeune fille, ça te gênait un peu? Énormément. Et du coup, aujourd'hui, carrément plus. Alors finalement, on peut te filmer en train de danser, ça roule. Exactement. C'en est fini, C'est ça tout. se... Ouais. On peut dire que tu as trouvé ta place. En tout cas, je me sens moi-même. Mmh. J'ai pas peur du regard des autres parce que je suis comme ça et si ça plaît pas, ben, tant pis. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais je vais pas me mettre des barrières pour ça. Mmh. Eh bien, maintenant que ce que je te propose, c'est que maintenant que nous en savons un petit peu plus sur qui tu es, Beaucoup plus. beaucoup plus, je te propose que tu nous en apprennes davantage sur ce que tu fais. Alors ça y est, enfin la révélation. Je suis ravie de pouvoir révéler qui était mon invité qu'on n'a pas vu de toute la séance, la première séance où on n'a vu que ma tête. Et enfin, je peux te présenter. Tu es Amélie Dussossois et tu vas pouvoir nous dire maintenant ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier et ton activité? Alors, je suis office manager. Donc, j'assiste les entreprises dans leur quotidien opérationnel, administratif, RH, un peu marketing également. J'ai lancé cette activité initialement en micro-entreprise il y a bientôt 4 ans maintenant, il y a 4 ans, oui. C'est venu d'une ancienne collègue qui était partie du cabinet comptable où je travaillais et qui s'était lancée comme indépendante, avec qui je m'entendais très bien. Et au moment où s'est posé la question de me dire, qu'est-ce que je fais? Mon patron part à la retraite, moi, je sais pas vers quoi je vais avec, ma maladie, voilà. Bah, du coup, je me suis dit, «Beh, pourquoi pas, heu, faire la même chose?» Ça a été le déclic pour Ouais, passer à l'entrepreneuriat? je savais pas si j'avais les épaules pour ça. J'avais un mari indépendant, plutôt dans le secteur de la rénovation BTP. Est-ce que moi, j'allais être, capable d'être entrepreneur et de lancer quelque chose? Je n'en avais aucune idée et en même temps, je me suis dit: «Beh, en fait, il y a zéro risque parce que au pire, je me plante et si je me plante, c'est pas grave, c'est OK avec ça et de toute façon, j'ai un diplôme de comptabilité donc je retrouve du travail, très facilement». J'étais voir ma pote qui faisait ça et je me suis dit: «Tiens, explique-moi un peu comment tu as fait pour trouver des clients?» Elle, c'était beaucoup de bouche à oreille. Je dis: «OK, je peux y arriver et je vais le faire à ma manière à moi». J'ai pas fait un copier-coller de ce qu'elle faisait parce que déjà on ne travaillait pas pour le même type d'entreprise, on n'avait pas les mêmes, envies et puis, petit à petit en quelques mois, en fait, en 3 mois, j'ai trouvé, des super rencontres à nouveau, des clients, qui m'ont fait confiance. Par mon parcours aussi de comptable, diplôme de gestion et comptabilité, parcours, en cabinet comptable, parcours, comme assistante commissaire aux comptes. Moi, j'ai vécu dans mon parcours, des entreprises qui étaient pas, capables de rendre les documents aux comptables en temps et en heure parce qu'ils avaient pas le temps. Des entreprises qui nous amenaient les documents parfois, des papiers chiffonnés. J'ai même eu le sac poubelle rempli de documents et je pense que plein de collaborateurs dans les cabinets comptables, se reconnaîtront dans ce que je viens de dire parce que ça doit arriver à tout le monde. Les dirigeants d'entreprise ont pas le temps et donc j'ai vraiment eu cette envie de me dire: «Tiens, mais si je les aidais, en fait?» Plutôt que d'arriver après pour la TVA, donc quand le mois est terminé, pour le bilan quand l'année est terminée, si je les accompagnais, au quotidien, vraiment, dans leur process, quotidien. Je me suis nourrie de mes premiers clients aussi pour apprendre de nouvelles choses. Je me suis, formée, j'ai appris pas mal de choses, sur le côté et actuellement, beh, je peux intervenir sur plein de sujets différents. La base, c'était de les assister dans les formalités administratives, mais bon, faire, des factures, c'est une chose, faire, du classement de documents, les envoyer au comptable pour eux, c'est une chose, mais je voulais vraiment leur apporter aussi, un regard extérieur. Parce que quand on est dans son entreprise, La tête dans le guidon?
Exactement. Non seulement, je pense qu'en tant que dirigeant, on a besoin d'être soulagé sur les formalités administratives parce qu'on a la chance d'avoir un pays où la formalité administrative est roi. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Et donc, en général, ça donne des boutons à tout le monde. La compta, c'est pareil. Alors, je fais plus du tout de comptabilité parce que la comptabilité, c'est un métier réglementé. Et donc, en tant qu'indépendant, il faut avoir le diplôme d'expertise comptable pour l'exercer. Donc, je fais absolument pas de comptabilité. Je le précise parce que parfois on me le demande, Ouais. enfin ça arrive souvent qu'on me le demande, donc non, pas de comptabilité. Ce que je fais, c'est que j'entretiens la relation avec le cabinet comptable et je réponds à leurs questions parce que j'ai été à leur place, donc je sais ce qu'ils attendent. Tu peux anticiper aussi certainement. Parfois, Ouais. exactement, quand on a des accès à la compta, que le dirigeant d'entreprise, il est focus sur, a priori, hein, pour l'ensemble des dirigeants, c'est une chose, c'est développer son activité, c'est faire évoluer son entreprise. Donc aujourd'hui, j'amène aussi des solutions d'amélioration de process, d'outils informatiques pour pouvoir dire: «OK, mais là, tu perds un temps fou», alors que maintenant, il y a des technologies qui te permettent OK. de gagner du temps. Moi, j'ai eu le cas récemment où j'ai dit à un client, «OK, je vais faire comme tu le souhaites. Je vais y passer 10 heures. 10 heures, de mon temps, ça va te coûter, autant. Mais prends cet outil-là, je vais t'aider à le mettre en place. Ça va faire la même chose en automatique et donc tu n'as plus besoin de me payer autant. Moi, je vais peut-être, gagner, enfin, je vais travailler pour toi 1 heure ou 2 et ce sera bon après la mise en place. C'est du temps, c'est de l'argent qu'il va pas dépenser pour moi et qu'il va pouvoir investir pour son entreprise aussi. En fait, j'ai l'habitude de dire que je suis le couteau suisse de l'entreprise parce qu'en fait, j'ai envie d'être au cœur de l'activité, au cœur de leur réflexion de dirigeants, mais aussi au cœur des équipes. De pouvoir être présente au niveau des ressources humaines. J'ai assisté dans les recrutements, dans les entretiens, individuels où les salariés se confiaient plus à moi, Et oui. qu'au patron et donc ça me permettait vraiment de faire remonter des choses très positives pour pouvoir essayer de réorganiser et qu'il y ait un bien-être au travail. Ce bien-être que moi j'ai ressenti avec mon ancien Et patron oui, avant. c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'expérience avec ton patron, Exactement. super sympa. Donc j'ai besoin de me mettre au service de ces entreprises. Ma porte d'entrée, c'est souvent, des choses qu'ils n'arrivent plus à faire ou n'ont pas le temps de faire et petit à petit, on installe une confiance qui fait qu'on me donne les clés, en fait, souvent. J'ai une grosse entreprise, dans la région parisienne qui, eux, ont du personnel en interne, mais il y a quand même des choses pour que le directeur administratif financier en interne gagne du temps. On va confier ces tâches-là à moi, pour qu'il puisse faire d'autres choses ou, ben, il a une question, il s'interroge sur quelque chose, on va échanger sur le sujet, on va nourrir la réflexion commune et ça va peut-être aboutir sur des choses qu'on va mettre en place. Et donc c'est du conseil, c'est de la présence, c'est de l'opérationnel, de mettre tout en œuvre, aux côtés du dirigeant et de ses équipes pour que, l'entreprise évolue. On aurait pu appeler ça assistante de direction. Avant, on aurait pu, je pense, 40 ans en arrière, parler de secrétaire. Je fais pas de secrétariat parce que je réponds pas au téléphone, mais je pense qu'effectivement, c'est un métier qui existe depuis des années, qui portait pas ce nom-là, mais qui a aussi évolué avec les technologies qui ont été amenées, dans tout ça et que le but a toujours été de, pouvoir, participer à l'évolution de l'entreprise et à soulager le dirigeant. Et donc tu es basée à Roquebrune Oui, et tu exerces, en tout cas France, exactement. Je suis basée à Roquebrune, mais j'ai des clients, en local sur Fréjus, Saint-Raphaël et après, des clients, un peu plus éloignés dans le 06, sur Nice, Lyon, Grenoble, Paris, Lille. Voilà, donc un peu partout au national, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. Je me déplace, dès qu'il y en a besoin et il y a des clients où c'est du présentiel parce que, c'est important d'être, immergé, Oui. dans l'entreprise pour avoir ce ressenti et faire des propositions qui sont cohérentes avec leur quotidien. Quand on arrive, par la distance à ressentir les choses, c'est très bien, mais c'est pas toujours facile. On se rend
mieux compte des choses quand on est sur place. Oui, tu es en immersion avec les Voilà. équipes et tu as les ressentis. Et dans tous les cas, je vais place. dès que le besoin se fait sentir sur place, je me déplace. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent dans ton activité en ce moment? Oui, ce début d'année marque un tournant dans l'activité parce que j'ai tellement évolué et eu de clients qu'à un moment donné, il a fallu réorganiser un peu tout ça. Et avec ma collègue, ex-collègue qui m'a mis le pied à l'étrier au tout début, on a toujours gardé contact et régulièrement, je lui sous-traitais quelques tâches dès que je le pouvais parce que j'avais beaucoup trop. Et donc là, on était arrivé à un stade où effectivement, on avait toutes les 2 beaucoup trop de travail et donc travailler tous les jours jusqu'à 23h, c'est pas possible à un moment donné. On s'est dit que c'était le moment, là, en début d'année, en janvier 2025 donc, de créer notre cabinet d'office manager et de pouvoir faire rentrer du monde dans ce cabinet et répondre à la demande grâce à justement plusieurs personnes qui vont collaborer ensemble sur certains projets, certaines missions. Voilà, on a créé TD Office, donc qui est le cabinet d'office manager. Le nom est très simple, hein, parce que le T, c'est son nom de famille Tassan et le D, c'est le mien du Sauçois. Et on aimait bien ce côté tiens, je viens t'aider aussi. Ouais. Et maintenant, on est actuellement 4 personnes. Je pense que dans les mois à venir, il y a 2 nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Donc on développe vraiment l'activité et ça nous enchante de ne pas refuser de mission et de pouvoir continuer à accompagner les entreprises. Moi, là, je garde toujours le contact avec mes clients. Je fais de l'opérationnel. Et je manage aussi un peu, je m'assure que tout corresponde bien à leurs attentes. Je m'investis sur différentes missions et puis ça permet aussi de dire ah ben tiens, toi, tu es beaucoup plus administratif pur. Moi, j'adore la carte RH et relationnelle avec les équipes et les managers. Toi, tu es plus marketing. Toi, tu es plus financier. Ça nous permet vraiment d'agir toutes ensemble. Je dis toutes parce que c'est que Et des des femmes. pour l'instant. Chacune avec ses compétences Et de s'écouter, et en fait, d'être de faire forte tout ce de. qu'on a envie de faire finalement. Mm. Parce qu'on a tous dans nos métiers des tâches qu'on n'a pas envie de faire, mais on les fait quand même. Mais je pense que ça va nous permettre de nous épanouir d'autant plus dans notre côté, dans notre métier et dans notre profession, en faisant ce qui nous correspond vraiment. D'unir les talents finalement, d'unir les Unir les expériences. talents et toujours en étant à l'écoute de l'entreprise et des besoins de nos clients, de répondre à leurs attentes et nous, on se nourrit de nos expériences respectives et ça crée des synergies qui sont super intéressantes pour se développer personnellement, professionnellement et développer notre activité, ce qu'on peut proposer. D'étoffer l'offre davantage. Tu dirais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes. C'est quelque chose qui est maintenant, les entreprises ont pris l'habitude de faire appel à des gens externes parce que du coup, c'est du temps partagé. Oui, c'est ça. Alors, j'ai des clients où ça va être 1 heure par mois parce que c'est des petites entreprises. D'autres, ça va être 60 ou 100 heures sur le mois. Ça peut arriver. On s'adapte en fonction des besoins. Je pense que oui, c'est assez récent finalement, hein. Au tout début, il y a 4 ans, quand je me suis lancée et mon binôme, quand elle s'est lancée 2-3 ans avant moi, hein, c'était pas du tout connu comme métier. Après, je pense que le Covid a fait beaucoup parce qu'il a permis de se rendre compte que, déjà, les charges salariales en France sont énormes. Le but n'est pas de remplacer un poste en interne, mais d'accompagner des entreprises qui n'ont pas spécialement de besoin à temps plein ou à temps partiel sur ce type d'activité. Donc, ils sont exonérés de charges parce qu'ils te rémunèrent à la mission. Alors, moi, on facture en temps réel, au temps passé. Donc, il y a un taux horaire qui est établi en contrat. On rédige un contrat de prestation en début de mission. On décrit un peu les grandes lignes de ce qui va être fait comme mission et on va adapter au fur et à mesure parce que forcément, le monde de l'entreprise, ça évolue tout le temps.
Et aujourd'hui, on a un objectif dans un sens qui sera peut-être pas le même dans quelques mois, quelques années. Donc, il faut que ça puisse évoluer. Moi, je dois suivre les évolutions de chacun et essayer de pouvoir proposer aussi des choses pour les accompagner dans ces évolutions-là. Donc, ils vont payer un taux horaire finalement. Et le but est aussi que ce soit pas déconnant, quoi. Il faut qu'ils retrouvent leur investissement. Ils ont gagné en temps. Je discutais un jour avec un architecte qui me disait: «Bah, moi, c'est une journée entière de paperasse par semaine. Donc en fait, si tu viens travailler pour moi, vu que mon taux horaire ne sera pas celui que lui va avoir pour ses propres clients, ben, si je travaille pour lui une journée par semaine et encore peut-être que je vais réussir à faire sa journée en une demi-journée parce que j'ai l'habitude et je maîtrise certains outils que lui n'avait peut-être pas en main. Finalement, tout le monde est gagnant. Lui, il va développer plus de chiffre d'affaires parce qu'il se concentre pas sur certaines tâches que moi, je vais lui faire et derrière, je vais peut-être même les optimiser et au lieu de passer, une journée, on va passer une demi-journée. Le but, c'est d'optimiser, mais en ayant conscience des humains qu'il y a derrière, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, la casquette de support RH. Parce que, il faut savoir fidéliser aussi les équipes, leur donner envie de travailler, s'assurer que quand on engage quelqu'un, c'est quelqu'un qui va se sentir bien là où il va être et qui reste, qu'il a envie de rester. Si j'arrive à amener une petite contribution pour que le salarié se sente bien, je suis super contente, c'est gagné. Quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner aux entreprises, justement pour optimiser leur temps? Alors évidemment, faire appel à toi, mais quelques petits conseils comme ça que tu pourrais fournir. Ben, bien sûr, en dehors de faire appel à quelqu'un d'externe qui va avoir un regard extérieur sur leur business, le premier, je dirais de déléguer. Ce qu'ils peuvent déléguer, que ce soit sur une personne interne ou externe, peu importe, mais on a tendance à croire que si on le fait pas nous-mêmes, ce sera pas bien fait. Sauf que si on s'entoure bien, ça peut être très bien fait. Le but, c'est de gagner du temps. Donc déléguer, ça me semble, Le conseil numéro 1. ouais, aimer ce qu'on fait. Peu importe la taille de l'entreprise, peu importe, les enjeux, il faut kiffer. C'est important parce que si on se laisse submerger par, des émotions négatives, en tant que dirigeant, ça va impacter les équipes. Dans les équipes, si ces émotions, négatives, ça va impacter le travail et donc si le travail ne tourne pas rond, forcément, tout business, ne tourne pas rond et si c'est pas le cas, il y a peut-être des solutions pour, changer des petites choses qui vont voilà et le dernier point, ce serait de rêver, de croire et de voir, toujours plus loin. J'ai croisé des entreprises et des entrepreneurs qui voyaient tellement loin, qui peut-être se sont brûlés les ailes au passage. Mais en attendant, même s'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ont évolué, ils ont fait évoluer, leurs équipes, ils ont fait évoluer leur entreprise et j'en côtoie encore, aujourd'hui dans mes clients et je trouve que c'est vraiment la bonne manière d'agir. C'est ce côté entrepreneur, c'est de se dire: «OK, je suis là, je veux aller là-bas et puis, ben, si finalement j'arrive que là, je serai toujours quand même, bien bien plus loin que ce que j'étais avant» et De donc voir grand, quoi. Il faut voir grand. ben, il faut y aller, n'ayons pas peur. Finalement, au pire, on se plante et c'est pas grave. Parce qu'en fait, je savais dès le départ qu'à un moment donné, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose avec TD Office, on va accompagner les entreprises, mais il y a un moment où peut-être l'entreprise va être tellement évoluée qu'elle va, devoir avoir quelqu'un Eh oui. en interne. Au contraire, c'est hyper valorisant. Ça veut dire Et si elle a su évoluer, c'est aussi grâce à votre intervention. alors, Mmh. c'est surtout grâce à leur énergie, grâce à nous, ce qu'ils ont mis en place, voilà, des bonnes et des moins bonnes choses. Il y a des choses qui ont évolué dans un sens où ils ont eu la capacité de faire marche arrière, de rebondir et d'aller de l'avant. Mais je suis très fière d'avoir participé au recrutement de la personne, qui allait être en interne, de l'avoir formée, en interne et de les avoir accompagnés jusqu'au bout. J'aurais pu dire: «J'ai perdu un client» Mmh. et à ce moment-là, ce client représentait, 40 de mon chiffre d'affaires. La perte de ce client aurait pu être vécue comme un échec et finalement, le rebondissement aujourd'hui fait que, bah, non, j'ai eu tellement d'autres rencontres, d'autres clients que, bah, c'est pas un échec. Donc
Si j'avais dû me planter totalement sur mon activité et me dire: «Bon, OK, C'est pas pour moi. c'est pas pour moi, j'ai Mmh. pas la fibre entrepreneuriale et j'arrive pas à porter les choses et voilà». J'aurais été postulée dans un cabinet comptable ou dans une entreprise qui cherche un comptable et il y avait pas d'échec là-dedans. J'aurais eu une Voilà. expérience qui, une fois de plus, m'aura fait grandir humainement, professionnellement et j'amène peut-être un nouveau regard sur les choses. Est-ce que tu veux nous faire part d'une petite, dernière actu sur ton activité? Alors, je viens de lancer un accompagnement, toujours dans le but, d'aider, les entreprises. Alors, TD Office va s'adresser vraiment à des entreprises qui sont en place, qui ont des salariés ou qui sont seules, mais des entreprises. De par mon expérience aussi en micro-entreprise, j'ai voulu accompagner, les micro-entrepreneurs et donc je lance un accompagnement spécialement dédié aux micro-entrepreneurs parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui passent par ce statut-là Mmh. qui est un statut, allégé, fiscalement, qui est allégé, en formalités administratives, comptablement, tout ça. Mais tellement allégé que beaucoup pensent qu'il y a pas grand-chose à faire, sauf qu'il y a des choses à faire. Il y a des droits, il y a des obligations à connaître et donc mon objectif, c'est d'informer, les micro-entrepreneurs sur, toutes leurs obligations et sur leurs droits et de les accompagner dans leurs choix, par rapport aux assurances, par rapport, aux outils comptables qui peuvent être tout à fait gratuits, mais qui sont indispensables, même dans une compta allégée. Les seuils à bien maîtriser, que ce soit les seuils de TVA, les seuils, pour passer en société. L'URSSAF, comment ça se passe? Donc je pense que actuellement, il y a énormément d'informations à trouver quand on veut créer sa micro-entreprise. On peut pas aller voir son comptable, c'est pas le métier, du comptable de s'adresser aux micro-entrepreneurs. C'est en train de se lancer, le site internet est déjà en ligne, ça s'appelle toutsurlamicro.fr OK. et le but, c'est vraiment d'avoir un accompagnement humain. Donc ça commence par un entretien avec moi où on m'explique son projet de micro-entreprise et après on voit comment je peux aider l'entrepreneur. Une personne qui serait en phase de questionnement, tu peux l'aider sur peut-être aussi le statut? Est-ce que le C'est bon, statut finalement. correspond ou non, parce qu'il y a forcément des activités pour lesquelles ça ne sert à rien de passer en micro-entrepreneur Mmh. et donc déjà étudier ça, effectivement. Tout ce qui est phase de réflexion, on va échanger, et je vais lui fournir un maximum d'informations et après soit la personne a envie de faire les démarches toute seule parce qu'elle est très autonome sur ces sujets-là, une fois qu'elle a eu toutes les informations, soit elle a envie d'être accompagnée et on le fait ensemble. Mais c'est génial parce que vraiment il y a un vide à ce niveau-là. Quand on est en société, effectivement, comme tu le disais, on peut faire appel à un expert comptable qui là est là pour nous accompagner, mais forcément puisqu'on le paye. Mais avant, quand on est, en auto, Non. on est livré à soi-même et débrouille-toi, quoi. Et moi, j'ai vu des micro-entreprises, qui n'avaient pas anticipé, le seuil, de la TVA, par exemple et Mmh. quand l'État est arrivé, en contrôle et qu'ils ont eu 50 000 € de TVA à payer, en fait, ils restent les yeux que pleurer parce que tu as pas facturé de TVA, mais tu as de la TVA à payer. Ouais. Donc il y a des risques, Mmh. quand même et si c'est comme pour tout, il faut que ce soit bien géré. Si c'est bien géré, c'est, un statut qui peut être très intéressant pour lancer une activité. Dans micro-entrepreneur, il y a entreprendre, donc le but, c'est de la développer après derrière, de pas rester coincé sur Mmh. ce statut-là. Ou alors, parce qu'on a choisi de rester, dans une petite activité et là, j'ai 2 accompagnements pour la création, tout ce qu'il y a à savoir avant de se lancer et accompagner le lancement et le deuxième, c'est j'ai déjà une micro-entreprise, mais par contre, je suis dans le flou artistique et je voudrais me renseigner sur, tel et tel sujet et donc là, on va aborder ensemble le sujet, OK. spécifique qui est le point de blocage pour la personne en question. Bah, dis donc, super. Voilà, Tu peux nous redire le nom du site? donc c'est toutsurlamicro.fr. OK. Alors ça y est, l'émission touche à sa fin. Je tiens à te remercier pour, ce formidable témoignage, les conseils que tu nous as, délivrés. Est-ce que tu as passé un bon moment? Un très bon moment. Merci Super. beaucoup pour ce moment. Merci à toi et est-ce que tu as un dernier petit message à nous délivrer? J'aurais envie de citer Walt Disney: «If you can dream it, you can do it» et je pense que c'est la phrase qui m'a portée, tout du long et qui pourrait porter beaucoup d'autres personnes. Super. Eh ben, on va tâcher de la retenir et de l'appliquer.
Merci Amélie. Merci à toi.